Bonjour à tous. Je commencerai par dire merci à tous ceux qui sont derrière cette belle organisation, euh, notamment l'International Women Days 2025, pour parler un peu des makers, des women dans la tech. Donc, c'est un véritable plaisir pour moi de participer à cet événement et notamment d'avoir l'occasion euh, de parler du low-code comme la clé qui va permettre d'accélérer la carrière des femmes dans la tech. Alors, qui suis-je? Moi, c'est Dorian Mangamtut. Je me décris généralement comme une passionnée du low-code. Ça fait quand même quelques années que je travaille dans l'IT de façon générale et à peu près 3 ans que je m'intéresse aux plateformes low-code, que je m'intéresse au sujet du low-code, notamment ses avantages, son exploitation en entreprise. Donc, c'est tout moi ça. Donc, en introduction, on va parler du le low-code comme une portée d'entrée accessible. Alors, je sais que vous avez déjà entendu de cette définition du low-code comme c'est une technique ou une méthode qui permet de mettre en place des solutions ou des applications sans utiliser beaucoup de lignes de code. C'est une technique de développement qui permet d'associer des composants pour avoir une application, une solution adéquate. Sincèrement, tout ça entre dans la définition du low-code, mais on reconnaît que c'est une technique qui permet de développer des applications utilisant principalement des composants prédéfinis avec une flexibilité d'ajouter du code pour des développeurs. Donc, en gros, c'est ça du low-code. C'est bien ça que vous avez l'habitude d'entendre, du moins, c'est vrai. Donc, on va parler de l'enquête Garnet. Alors, ça fait l'année passée, en fait. Ben, je ne veux même pas exagérer. Ça fait à peu près 6 mois, en fin 2024. Quand je faisais mes recherches, je suis allée sur Garnet. Garnet, c'est une entreprise mondiale de recherche et de conseil qui fournit des informations sur des outils, sur des méthodes, sur des techniques. Ces informations-là qui seront utiles aux développeurs, aux leaders de projets, aux chefs d'entreprise, en fait, pour leur permettre de prendre des bonnes décisions dans la réalisation de leur projet. Donc, c'est ça, Garnet. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous n'aurez qu'à aller sur un moteur de recherche et chercher Garnet. Ça va ressortir. On le connaît beaucoup plus dans cet aspect-là. Alors, Garnet, au sujet du low-code, en 2024, fin 2024, avait mentionné que le low-code sera utilisé dans plus de 65% dans le développement des applications dans le monde. C'est, on va dire, une prédiction qu'il avait faite. Mais je suis allée également sur leur site en février pour regarder quelles sont les statistiques en fait qui montrent encore sur le développement du low-code. Alors, effectivement, à ce jour, les gars parlent de 125% d'utilisation du développement low-code en entreprise. Donc, juste pour vous donner un peu la croissance exponentielle du développement low-code en entreprise. Et pourquoi il y a cette croissance exponentielle-là aujourd'hui? Certainement, c'est parce qu'il a plus d'avantages. Mais on va parler de ces avantages-là, les avantages d'utilisation des plateformes low-code. Premier, on parle de meilleure agilité. Quand on parle de meilleure agilité, c'est pour dire que les plateformes low-code ont cette facilité-là de s'intégrer avec d'autres systèmes externes à partir notamment de ce qu'on appelle les connecteurs. Donc, ce qui va vous permettre d'échanger des informations ou des données avec d'autres plateformes externes, avec des connecteurs que vous-même, vous pouvez mettre en place. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle d'agilité pour les plateformes locales. Deuxième point, on parle de la réduction des coûts. C'est clair que lorsqu'on a un besoin en entreprise et qu'on cherche la résolution de ce problème, on dépensera moins en termes de ressources financières, humaines, euh, de gouvernance à mettre en place cette solution à partir d'une plateforme low-code que de le développer de A à Z. Ça va de soi. Donc, le temps, par exemple, d'employer environ plus de 3, 5 ressources et développeurs avec un background assez spécifique et de mettre en place de A à Z une application, de mettre également en place cette partie-là qui va permettre de gouverner toutes les ressources qui vont être utilisées dans cette application-là. Ça demande plus de coûts, de temps que d'implémenter une solution à partir d'une plateforme low-code.
Troisième point, l'automatisation des processus. Alors, dans les plateformes low-code, on a cette partie-là qu'on appelle généralement le cerveau de la plateforme. C'est cette partie-là qui permet d'automatiser les tâches. Donc, ça veut dire que quand on dit, par exemple, de mettre en place une application low-code, il ne suffit pas de mettre en place uniquement cette application-là, mais c'est que on doit rendre cette application-là intelligente. Quand je dis intelligente, c'est un peu trop dit, je vais dire plutôt dynamique, de rendre cette application-là dynamique. Alors, c'est à partir des automatismes qu'on réussit à faire ce travail-là. Et c'est pour cela même que, à partir des automatisations que l'on observe dans les plateformes locales, on a cette facilité-là à intégrer l'intelligence artificielle dans nos applications low-code ou nos solutions low-code. Quatrième point, adaptation au changement. Et effectivement, le début de la mise en place des applications low-code, c'était comme des briques, bon, briques de solutions. Aujourd'hui, elle s'est agrandie parce qu'on fait des ajouts en fonction des retours des expériences d'utilisateurs. On fait des ajouts en fonction des retours des développeurs même. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a des grandes plateformes qui permettent de mettre en place un peu de tout. Par exemple, vous allez voir une plateforme low-code qui va vous permettre de mettre en place des applications, des automatismes, des sites web, des modèles d'IA. Donc, vous voyez que donc avec toute cette flexibilité-là, on a la possibilité d'ajouter, ce qui veut dire même que elle donne cette possibilité-là à vous d'ajouter des modules que vous pouvez personnaliser. C'est pour ça qu'on parle d'ajout du code personnalisé pour les développeurs. Donc, c'est en ça qu'on parle d'adaptation au changement. Adaptation aux besoins métiers, c'est clair. Les plateformes low-code touchent tous les métiers en entreprise. Je suis dans la recherche en fait des solutions low-code. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé quel métier en entreprise ça ne touche pas. C'est pour dire que si je suis dans un département RH de ressources humaines et qu'on a besoin d'une application adaptée aux ressources humaines, avec cette plateforme-là, cette même plateforme, je peux l'utiliser pour mettre en place une solution adaptée au département des finances, ainsi de suite. Ça touche toutes les solutions métiers. Également, on parle du low-code accélérateur de carrière. Ça serait une expérience personnelle dont je vais parler, des femmes qui souhaitent se reconvertir. Et effectivement, ça fait 3 ans aujourd'hui, on observe beaucoup de personnes, bon, je vais mettre en globalité pour ne pas parler uniquement des femmes, mais on observe beaucoup de personnes qui se reconvertissent dans le développement du local. Donc, des personnes qui travaillent dans certains secteurs et qui veulent s'intéresser au développement des applications et des solutions métiers. Ça existe et la demande est toujours, elle reste quand même exponentielle. C'est pour cela que nous avons des programmes de reconversion. Ça existe, il y en a. Donc, c'est ce qu'on constate dans la recherche du marché. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément de compétences en informatique, qui n'ont même pas étudié en informatique, qui n'ont même pas étudié, mais qui sont aptes quand on fait les appels d'offres ou bien des recherches, ou bien la recherche des développeurs, analystes sur des plateformes de code. Mais ils sont capables de répondre à ce besoin-là. Pourquoi les gens arrivent facilement à se reconvertir dans le développement low code? C'est parce que, effectivement, comme je l'ai mentionné, le développement low code ne demande pas de compétences en ingénierie informatique ou en développement logiciel pour bâtir une carrière dans ce cadre-là. Oui, en gros, c'est ça. Maintenant, effectivement, les solutions low code sont conçues pour répondre à des problèmes métiers plutôt que de mettre un accent sur les technologies et les techniques d'implémentation. Donc, je crois que ça dit déjà ce que j'ai expliqué. Le low-code fait une fixation à la résolution du problème posé en entreprise plutôt que la technologie qu'on a utilisée ou bien les techniques utilisées ou bien combien de lignes de code ça a été, bon, combien de lignes de code ont été faites pour avoir cette solution-là. Maintenant, les métiers et les débouchés. Déjà, toute personne ayant une expertise métier est apte à faire du développement low code. C'est pour cela que dans la plupart des offres d'emploi, vous allez voir, on veut un développeur, on met le nom de la plateforme et on met l'expertise métier. Je vais prendre un exemple. Développeur Dynamics Sales. On recherche un développeur Dynamics Sales. On a dit développeur. Dynamics, c'est la plateforme de low code. Sales, c'est
des compétences en vente. C'est comme on va dire, je recherche un développeur Dynamics CE. Développeur Dynamics qui est le nom de la plateforme et CE, Customer Engagement. C'est celui-là qui a des compétences avec l'engagement client, c'est-à-dire que customer service, un peu de compétences en marketing. Donc, vous voyez que quand dans les offres d'emploi liées aux solutions low-code, on met toujours un développeur, on met le nom de la plateforme et on met l'expertise métier. C'est pour dire qu'on fait un accent, une fixation sur sur celui qui postule, on fait une fixation sur ses compétences liées à l'expertise métier dont on a besoin. Maintenant, pour aller un peu plus informatique, plus technique, on va rechercher développeurs locaux. Si je dis développeurs locaux, excusez le terme low-code, mais c'est pour mettre développeur de la plateforme low-code. Donc, développeuse low-code, de façon générale, on va vous prendre comme ça, juste pour faire des modifications sur les applications, juste pour faire des personnalisations et tout. Les développeurs RPA, c'est-à-dire Robotic Process. Ces développeurs-là, c'est pour ceux qui auront des compétences un peu poussées dans la mise en place des automatismes un peu accrus. Donc, c'est ça. Consultante en automatisation low-code, c'est pareil. Consultante en automatisation, on va mettre le nom de la plateforme. Et architecte solution, on va mettre le nom de la plateforme. Donc, par la suite, je vais parler des entreprises mondiales qui utilisent le low-code. Et on a l'habitude chez nous, surtout les Camerounais, là, quand on montre une technologie ou un concept que si on ne voit pas que les grandes entreprises utilisent ça, ou bien si on ne voit pas dans quoi, si on gagne à l'intérieur, on ne se lance pas. Mais c'était un peu pour parler que en interne, c'est vrai que c'est pas les choses qui se disent de façon ouverte qu'on voit, c'est pas les choses qui se voient, mais majoritairement en interne, les entreprises utilisent des plateformes locaux pour rentabiliser et pour améliorer leur process métier. Il n'y a pas de Coca-Cola, European Partner. Effectivement, dans leurs entreprises, ils ont créé une application mobile permettant aux employés de signaler des problèmes de production en temps réel. Power BI également, ils les utilisent. Donc, j'ai mis également la source de ces données-là pour ceux qui veulent vérifier. C'est dit sur le net. Je n'ai pas inventé. Je peux juste aller voir. Ainsi que BMW Group. Ils utilisent la Power Apps en interne, Power BI en interne, Power Automate, qui sont tous des outils locaux pour rentabiliser leur processus. Donc, tout ça, j'ai mis les liens, ainsi que Nestlé, j'ai mis le lien pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur comment ils les utilisent, sur quels skills ils essaient d'améliorer dans leur process pour avoir besoin des plateformes low-code. J'ai mis ces liens-là. Pareil pour Heineken, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Maintenant, comment se former? Aujourd'hui, on est conscient que la tech, il n'y a pas de restriction à ce qui concerne l'informatique. L'informatique, c'est un métier vraiment ouvert, vraiment ouvert. Tout ce que je parle là, je l'applique pas sincèrement au Cameroun ou en Afrique en particulier, mais de façon générale. Ça veut dire que même étant au Cameroun, il est possible d'avoir un emploi en Amérique, par exemple, ou bien en Europe, ou bien en Asie. C'est possible. Avec l'informatique, tout est ouvert. Maintenant, comment faire pour se démarquer et pour pouvoir saisir l'opportunité? Il existe de nombreuses ressources sur le web, articles et formations. Selon la plateforme que vous avez décidé de vous lancer, ça existe. Aujourd'hui, il y a trop de choses sur YouTube, ou Google, ou LinkedIn, il y en a. Maintenant, une des choses encore qui peut vous pousser, c'est avoir un mentor. C'est important. C'est pas pour dire que c'est indispensable, non, mais c'est important d'avoir un mentor, une personne qui a traversé certaines étapes, qui va vous guider, qui va vous donner les éléments adéquats pour vous permettre également d'explorer ou bien d'exploser euh, dans votre dans votre recherche d'emploi et dans votre amélioration de votre profil de carrière, c'est important. Intégrer les communautés aussi, c'est important. Les communautés en fonction de l'outil local que vous voulez utiliser, c'est important parce qu'il vous permettra de rien que d'y être et de voir les problèmes des autres. Moi, je ne vais pas vous mentir, c'est l'un des points qui m'a fait un peu grandir en termes
de compétences parce que je rencontrais des personnes qui avaient des problèmes et en voulant répondre à ces problèmes-là, je fais des recherches à chaque fois. Ça peut être même des problèmes que moi, personnellement, j'avais jamais été confrontée. Mais en faisant des recherches et en voulant répondre, aujourd'hui, je me rends compte que c'est l'un des éléments qui a augmenté ma curiosité et augmenté certaines compétences chez moi, dans ma carrière, en termes de passionné du low-code. Et intégrer également dans votre système le learn by doing. Le learn by doing, ça veut dire qu'on apprend quand on fait. C'est la meilleure. Pour moi, je crois que même dans l'informatique en général, c'est la meilleure des choses à faire. Ça veut dire qu'il ne va pas suffire juste de lire à gauche et lire à droite. C'est de commencer même avec des petits projets, de rien du tout, de commencer à implémenter de A à Z. Et c'est en fonction des difficultés que tu rencontres que tu vas poser ton problème euh, afin de décanter ta solution. Donc, moi, sincèrement, voilà les éléments qui m'ont permis euh, d'exploser dans d'exploser dans ma carrière de passionné de low-code. Donc, en gros, voilà ce que j'avais pour vous pour, euh, pour cette présentation du low-code. C'est vrai que j'aurais voulu vous présenter en même temps, ça serait pas nécessaire, mais de toutes les façons, je reste disponible pour ceux qui ont des questions, ceux qui veulent avoir des idées, ceux qui veulent avoir des avis, peu importe, quand ça concerne le low-code, je suis joignable sur LinkedIn, sur WhatsApp, bref, tout ce qu'on peut, n'importe où on peut me trouver, je serai là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste disponible à vous répondre. Merci.